Oui, bonjour à tous. Alors, c'est le troisième volet de Lumière commune, donc marxisme et philosophie. Lumière commune étant, je le montre, ce livre en 5 épais volumes de Georges Gastaut, traité du matérialisme, traité de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique. J'ai peut-être oublié la dernière fois de préciser que le tome 1 concerne philosophie et matérialisme dialectique. Il a un côté plus général. Quand on passera au tome 2, là, on parlera surtout de classification dynamique des sciences. Pour le 33, de sciences proprement dites. Pour le tome 4, plutôt d'anthropologie, approche marxiste de l'humain. Le tome 5 concernant les valeurs, c'est pas le fin de l'histoire, pas simplement la fin, mais genre le but. C'est un jeu de mots, bien entendu. Donc voilà, nous sommes toujours dans le tome 1, le troisième, c'est normal, il faut prendre du temps pour quand même approfondir les choses. A priori, on suit toujours un développement en chapitre pour ceux qui suivent. Aujourd'hui, on va traiter du troisième chapitre. On ne s'interdira pas de revenir sur différents points. Par exemple, j'avais demandé à Georges si on pouvait faire quelque chose sur la théorie des fantômes chez Spinoza, sa réfutation des fantômes de Boxel, qui est très intéressant pour la théorie matérialiste. Peut-être qu'on en parlera aujourd'hui, peut-être qu'on fera plus tard. On ne s'interdit pas ce genre de choses, y compris bien sûr en fonction des réactions. Mais effectivement, on a un objectif qui est de parcourir, disons, chapitre après chapitre, ce traité. Donc, aujourd'hui, j'ai relu chapitre 3, Logique et existence, nécessité d'une dialectique générale de la matière. Je rappelle que dans le premier volet, nous avions parlé de la différence entre esprit scientifique, scientisme, le lien entre science et philosophie, la théorie générale des sciences aussi, et comment la philosophie peut, disons, dialoguer, disons, offrir une vision d'ensemble. Dans la deuxième partie, nous avons surtout abordé les questions d'ontologie, de matérialisme. Aujourd'hui, on va s'approcher de définitions dialectiques de la matière. Et peut-être avant ça, si je suis un petit peu l'économique générale, la façon dont cet article est conçu, Georges Gastaut parle surtout de logique et être. Pourquoi est-ce qu'à un moment on a dissocié logique et être? Pourquoi est-ce qu'au contraire on a fait certains sont concentrés sur un être sans logique et d'autres sur une logique sans être? Comment ce problème a été résolu? Et donc il y a un aspect dans cet article, et c'est parfois, enfin, c'est comment dire, une des clés d'interprétation, c'est aussi cette approche chronologique, historique, du fait que bon, bah, pour arriver au matérialisme dialectique, il y a tout un parcours, hein, effectivement, des philosophes qui sont parfois dialectiques et idéalistes, d'autres qui sont parfois matérialisme naïf. Chez Héraclite, on a déjà du matérialisme dialectique, mais sous une forme qui n'est pas évidemment complètement développée. Il y a cet aspect historique, mais Georges part de la querelle des universaux. Querelle des universaux, alors là, ça nous ramène non pas au grec, mais au Moyen-Âge. Cette querelle des universaux elle-même reprend Platon et Aristote. Et on part de là parce que c'est le problème général que pose Aristote, c'est il n'y a d'existence que du particulier, de connaissance que du général. Et Georges dit bien que c'est plus l'énoncé d'un problème que sa résolution. Mais ce problème-là va parcourir toute la philosophie, donc c'est pour ça là on se place en plein Moyen-Âge, dans cette théorie des universaux, et à la fin de ce chapitre, Georges va expliquer comment le matérialisme dialectique résout le problème. Et je crois que c'est important, ça on en parlait en voix off, c'est important de montrer aux étudiants philo, aux élèves de philosophie que bah, il y a des fois on arrive à des solutions, on ne fait pas que chercher, des fois on trouve. Et voilà, donc voilà peut-être pour expliquer. Je me disais dans les difficultés qu'il y a à expliquer la chose, il y a le fait que si on parle de théorie des universaux, nous avons d'un côté des nominalistes et de l'autre côté des réalistes. Mais alors, le réalisme au Moyen-Âge n'a pas la signification. Voilà, ça va être une des difficultés. Je le dis clairement parce que dans les vidéos, des fois, on va parfois trop vite. C'est que le mot réalisme change de forme au cours des siècles. Voilà, donc, on fera attention à ça. Mais voilà, donc je te laisse. Je vais laisser la parole, bien sûr, à Georges. Pardon pour cette introduction un petit peu longue. Mais voilà, en gros, je brosse à grands traits ce dont il va être question aujourd'hui. Oui, alors bonjour à tous, bonjour Émeric et bon, à tous ceux qui ont la patience de suivre ces vidéos. Effectivement, donc ce chapitre s'intitule Logique et existence. C'était le titre d'un chapitre, effectivement, du programme de philosophie, lorsque j'étais encore enseignant en terminale.
Et donc, effectivement, ça interpelle ce titre les philosophies existentialistes en particulier, qui ont séparé la logique de l'existence. Si on part de gens comme Kierkegaard, le Danois du 19e siècle, et qu'on va jusqu'à Sartre en passant par Heidegger, par exemple, on s'aperçoit que de plus en plus, effectivement, ces philosophes ont insisté sur le décalage entre la logique et l'existence. En fait, ce décalage, on le trouve déjà chez Kant dans sa célèbre réfutation de l'argument ontologique de Descartes. Descartes prétend tirer du concept de Dieu, par une démarche purement logique, l'existence de Dieu. Prouver donc l'existence de Dieu à travers son concept. Dieu est l'être parfait, l'existence fait partie des perfections, et par conséquent, concevoir Dieu, c'est le concevoir existant. Donc Dieu est prouvé de cette façon-là. Kant montre que ce raisonnement ne marche pas. Il montre que le concept de l'existence n'est pas l'existence elle-même, et à partir de là, s'est développée toute une réflexion qui aboutissait à séparer l'être et, disons, en gros, la raison. Alors, si on va... L'existence n'est pas un prédicat. Hein, c'est important. L'existence n'est pas un prédicat, pour le dire avec un mot peut-être plus courant, n'est pas un attribut. On n'a pas l'existence comme attribut, comme on aurait la grandeur, la largeur ou toute autre chose de ce genre. Donc, en réalité, ces philosophies, et notamment chez Heidegger, vont complètement écarter la raison de l'être. La raison n'a pas de prise sur l'être, en quelque sorte. Elle a prise, mais simplement au niveau qui est celui des sciences, le niveau qui est celui des technologies, et un niveau que Heidegger, dans son vocabulaire un peu barbare, appelle le niveau antique, le niveau de l'étang, pas au niveau de l'être. Le niveau de l'étang, c'est celui qui va nous permettre, alors étang avec un T à la fin, hein. Bon, précisons, il ne s'agit pas d'hydraulique. Donc, l'étang, on peut effectivement expliquer pourquoi il change de forme. Par exemple, pourquoi, si vous voulez, des combinaisons chimiques données, lorsqu'elles sont soumises à une réaction donnée, vont donner justement des produits que l'on peut prévoir à travers donc une équation. Ça, la science peut le faire. Mais par contre, elle ne peut pas expliquer pourquoi il y a de l'être et non pas rien. Elle ne peut pas expliquer ce que c'est que l'être. Elle ne peut pas mordre, en quelque sorte, sur l'être. Bon, alors ça, c'est du côté de l'existentialisme, si bien qu'on aboutit à une philosophie qui est tout à fait paradoxale, puisque le but original et originel de la philosophie, comme on l'a montré dans les vidéos précédentes, c'est tout de même, effectivement, d'expliquer le monde, donc l'être, rationnellement. Et si on dit que la raison et l'être sont fâchés, en quelque sorte, évidemment, il y a quelque chose de pourri au royaume de philosophie, pour pasticher Shakespeare. Donc, c'est embêtant. Et en sens inverse, symétriquement, on a une philosophie rationaliste classique, notamment rationaliste et idéaliste, celle qui court de Parménide à Platon, de Platon à Descartes, Descartes à Leibniz, etc. Cette philosophie qui nous dit que, certes, bien, le monde est rationnel, mais cette rationalité, effectivement, est souvent rabattue tout simplement sur la pensée, sur l'idée. Si le monde est rationnel, c'est que quelque part, il a été pensé par un esprit rationnel. Et cet esprit rationnel ne pouvant être ni le mien ni le vôtre, parce que nous ne sommes pas assez puissants pour ça, eh bien, le bon Dieu apparaît dans toute sa majesté. Pendant que Dieu calcule, le monde se fait dum calculat Deus fit mundus, comme dit Leibniz. Voilà. Donc, on a d'un côté des philosophes, si vous voulez, existentialistes, ou de toute cette tradition, qui tendent vers l'irrationalisme. Alors, ils ne tendent pas bêtement vers l'irrationalisme. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des oiseaux, hein, bien évidemment. Ils ont des arguments sérieux, etc. Mais ils tendent quand même globalement vers cette espèce d'expropriation de la raison. La raison ne peut pas embrasser véritablement l'être, l'être en tant qu'être. Seulement l'étant dans le meilleur des cas. Et d'un autre côté, on a l'inverse. On a symétriquement des philosophes dits rationalistes qui, en réalité, sont des idéalistes, ou plutôt des rationalistes idéalistes, qui réduisent, par le biais de la raison, l'être, d'une manière ou d'une autre, au produit de la pensée. Par exemple, chez Descartes. Descartes, si l'on veut, est réaliste en ce sens qu'il ne dit pas que le monde extérieur n'existe pas. Hein, et il existe, le monde extérieur, bien entendu, mais il est créé par Dieu. Et c'est même une création continue de Dieu. Si Dieu arrêtait de penser le monde et de le vouloir, le monde s'arrêterait aussitôt. Donc, pour finir, on voit même que cette pensée rationaliste, quand on la pousse jusqu'au bout,
et quelque part elle-même suspecte d'irrationalisme, puisque cela veut bien dire que le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, propre aux conceptions réalistes, matérialistes, etc., rationalistes, que ce rien ne se perd, rien ne se crée est lui-même suspendu en quelque sorte au créationnisme, c'est-à-dire au bon vouloir de Dieu, à l'arbitraire divin. Et bon, même d'ailleurs, Descartes va plus loin encore, il considère que les lois de la nature auraient pu être différentes, que Dieu a créé le monde comme il est, ben voilà, donc il faut s'y faire, on va découvrir les lois de la nature, mais cette loi de la nature n'ont elles-mêmes aucune nécessité. Bref, on est, si je résume un peu les choses, on est dans une espèce de grand écart. Le grand écart, c'est que les uns veulent un monde complètement rationnel, mais absorbé dans la pensée divine, pour finir, et les autres veulent un monde complètement réel, qui a sa consistance propre. Lisez tout simplement, si vous voulez avoir un texte simple sous les yeux, La nausée de Sartre, hein, où on montre bien dans La nausée que, ben voilà, un jour, le héros du roman se rend compte qu'une racine d'arbre qu'il contente de près n'a aucune nécessité, qu'elle pourrait ne pas être là, et que l'être pourrait donc ne pas exister, en quelque sorte. Et ça lui donne la nausée. Voilà, c'est le titre du livre, ça lui donne la nausée, c'est-à-dire le vertige, en réalité, une sorte de vertige métaphysique. Bon, alors... Un peu comme Pascal aussi, qui éprouve aussi ce même... Pardon ? Pascal éprouve ce même type d'angoisse aussi devant les espaces infinis. Voilà, c'est tout à fait, ben exactement, c'est tout à fait pascalien, en réalité. Le silence éternel de ces abîmes infinis m'effraie, me dit Pascal. Bon, effectivement, le monde ne me sourit plus, le monde est comme étranger. Hein. Les Freudiens diraient il a une inquiétante étrangeté, en quelque sorte. Bon, alors, le propre du matérialisme dialectique, c'est d'essayer justement de réconcilier les deux branches en éliminant au passage l'irrationalisme et l'idéalisme. Donc les deux branches, c'est être et logique. Voilà, c'est ça, faire en sorte de comprendre que le monde existe logiquement, qu'il a une logique, qu'il est logique, que donc, pour le dire comme Hegel, le rationnel est réel et que le réel est rationnel. Donc là, c'est le rationalisme. Le matérialisme est un rationalisme conséquent qui va jusqu'au bout, qui chasse de la conception de la nature et de l'histoire toute divinité, tout esprit magique, etc. Et de notre côté, bien entendu, d'affirmer sa réalité matérielle, et non pas sa réalité idéale. Enfin, le monde n'existe pas parce que quelqu'un le pense. Tout au contraire, dans les conceptions matérialistes, la pensée n'apparaît qu'à la fin. Hein. On sait que pendant des milliards d'années, eh bien, il n'y a pas d'être vivant, et à plus forte raison d'être pensant, possible même simplement, dans l'univers. Et que bon, tout cela se met en place dans des conditions extrêmement précises et tardives. Donc, le projet du matérialisme dialectique, d'un point de vue très général, c'est de penser l'être comme rationnel et de penser la raison comme réelle. Mais le mot réel prend la signification ici de matériel ou de naturel. Il faut penser à la phrase de Engels qui dit dans l'Anti-Düring que le matérialisme est l'étude des choses sans addition étrangère. Autrement dit, il faut expliquer le réel par le réel, la nature par la nature, et non pas par la surnature. Alors, à un moment, tu parles d'acéité de la matière. C'est au moins pour que tout le monde comprenne. C'est pas pour ajouter un terme qu'on ne comprendra pas. Mais si vous êtes dans la lecture, c'est de ça dont tu parles, ce caractère. Voilà, l'acéité de la matière, alors c'est un bien grand mot, mais c'est facile à comprendre. Ça vient du latin a, c'est, a, par, c'est, soi, par soi. Le fait d'être par soi. La matière est par elle-même. Elle n'a pas besoin d'une création extérieure. C'est pourquoi elle est éternelle, elle n'a ni commencement ni fin, quelque part, ou plus exactement perpétuelle, puisque tout ça se déroule dans le temps, quelque part. Hein. Donc, en gros, le matérialisme, c'est le projet de comprendre l'être naturel, l'être matériel, tel qu'il se révèle à travers nos sens et qui peut être approché évidemment d'une façon plus complexe que simplement en regardant les choses. Hein. Je ne suis pas ici en train de faire l'éloge d'un empirisme plat. Eh bien, cet être doit être compris par lui-même. Et alors là, ce qu'il faut bien saisir, c'est quelque part qu'il faut un détour par Hegel. Donc, Hegel, 19e siècle, ne pas confondre avec Engels, classique parce que les noms se ressemblent. Eh bien, Hegel donc, nous explique qu'effectivement, la question, mais on l'avait déjà dit un petit peu la fois précédente, être ou ne pas être, la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, cette question-là est mal posée, puisque nous fait-il remarquer,
C'est L'être la grande philosophique. question des existentialistes, hein. La Ils grande tournent question beaucoup des autour de cette existentialistes, angoisse-là. Oui. voilà, c'est l'angoisse. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? Je suis contingent, je pourrais ne pas exister. Pourquoi maintenant, pas à un autre moment, Le suicide est etc. la grande question Et philosophique. voilà, c'est pourquoi ne nous suicidons pas. Bon, bon, Ça, c'est effectivement, pas encore au programme de la classe de philo. Mais... non, 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 mais enfin bon, et puis ça mène aux philosophies de l'absurde, comme chez Camus, où effectivement, donc l'être, quand on va jusqu'au bout, bah, n'étant pas rationnel, il est absurde, hein, et donc il faut faire. La rose et son pourquoi, là, on en avait un peu Voilà, parlé. c'est ça. Bah, non, cette question est mal posée parce que tout simplement, il n'y a pas l'être plutôt que le néant. Il y a les deux. Il y a les deux puisqu'il y a le devenir. Et puisque sans cesse, l'être passe au néant, le néant passe à l'être. C'est ce que nous apprend Héraclite depuis le début. Nous sommes et ne sommes pas, disait Héraclite, juste avant de dire sa fameuse formule que tout le monde connaît mais que personne ne comprend, à savoir qu'on ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve. Hein. Oui, c'est parce que le fleuve a changé, mais il ne faut pas oublier que celui qui se baigne aussi a changé. Les deux ont changé. Donc, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose qui reste de ce qu'il y avait au départ. Si nous sommes et ne sommes pas, les deux termes, puisque parmi Héraclite ajoute aussitôt que l'univers, le monde, est un feu permanent qui s'allume avec mesure et qui s'éteint avec mesure. C'est-à-dire que ce clignotement permanent de l'être au néant et du néant à l'être n'est pas rien, c'est le devenir. Et le devenir a cette particularité que justement, parce qu'il change tout le temps, il est tout le temps. Hein, c'est la seule chose qui ne disparaît jamais. La seule chose qui ne disparaît jamais, c'est le mouvement, c'est le flux éternel des choses. C'est le fait que, pour finir, le fleuve est bien réel et que peut-être vous ne vous baignez jamais deux fois dedans, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez parfaitement vous y noyer. Et que par conséquent, la question de l'être et du néant n'est pas dissoute par cette philosophie. Elle est toujours bel et bien posée. La différence de l'être et du néant ne fait pas disparaître le fait que l'être n'est pas le néant, que le néant n'est pas l'être, ça existe toujours, simplement, il y a sans cesse passage de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Si bien que dans une conception matérialiste des choses, il n'y a pas lieu de mettre une sorte de séparation absolue entre le domaine de l'être et le domaine de l'étant, entre le domaine de ce que Heidegger appelle l'ontologie et le domaine de ce qu'il appelle l'ontique. En réalité, bien, l'être n'existe pas autrement que dans les temps. Hein. Et si l'on peut dire, il est toujours dans les temps. C'est pour ça qu'il est toujours présent d'ailleurs. Et donc, d'une certaine façon, il faut bien saisir ce genre de choses. D'ailleurs, chez Heidegger, il y a des moments où on s'approche de ça, puisque dans ces passages un peu presque comiques, il parle de l'étantité de l'être de l'étant. Hein. Bon, donc il y a bien quelque chose ici qui passe de l'être à l'étant, sinon l'étant ne serait pas de l'étant s'il n'avait pas d'être en lui. Alors bref, quoi qu'il en soit, je voudrais peut-être simplifier, disons, si on résume à l'extrême, on a une sorte d'étau ou de tenaille, comme en politique souvent, ça arrive aussi de la même façon, entre d'un côté des existentialistes qui acceptent l'être, mais qui, je simplifie grossièrement, rejettent la raison, ou tout au moins la mettent au second plan, voilà, l'évacue, et ceux qui, à l'inverse, exaltent la raison, mais du coup ont tendance à manquer l'être, hein, et à le dissoudre dans la raison, justement. Et le propre du matérialisme dialectique, c'est de marcher sur les deux jambes et d'affirmer que l'être est réel, que l'être est réel, bien évidemment, c'est sa définition, que l'être est rationnel et que la raison est réelle. Mais là, tu étais déjà au stade après où tu dis dans l'être, il y a de l'être et du néant et du devenir. Tu étais déjà à la science de la logique de Hegel, en fait. Voilà, ben c'est la science de la logique ici de Hegel qui permet de comprendre ce genre de choses. À partir de quoi la science elle-même acquiert une dimension ontologique, pas seulement ontique, ontologique. Elle touche bien à l'être qui est précisément dans sa... On peut évacuer la distinction ontologique et ontique, en fait. Parce qu'en fait, à la fois, tu dis il n'y a que de l'ontique. Alors, en fait, Oui. ça n'est pas justifié en droite, à moins de retourner justement des conceptions, j'allais dire, métaphysiques, mais le terme de métaphysique est péjoratif pour Heidegger. Oui, oui, oui. Oui. Comment dire, on doit la poser, mais il faut la dépasser. Je pense que Heidegger apporte quelque chose en opposant les deux termes, en montrant bien que justement dans la conception métaphysique, comme il le dit si bien, on n'a que de l'état, on fait disparaître l'être. Bon, parce qu'on ne s'occupe que de l'état de l'être, en quelque sorte.
Et à partir de là, effectivement, il fait germer, il fait revenir cette question de l'être. Mais il n'y a pas de barrière entre les deux. Et le mode d'existence de l'être, c'est les temps, finalement. Donc, d'une certaine façon, si on comprend les temps comme devenir et comme transition d'un état de l'univers à un autre. Voilà, donc en fait, en gros, au fond, ce que fait la science, c'est de comprendre le passage des états de l'être les uns dans les autres, les uns vers les autres, en quelque sorte, un état de l'univers vers un autre, et ainsi de suite. C'est là que, par exemple, effectivement, la science moderne, hein, et puis même la science plus ancienne, va devoir effectivement s'occuper de questions comme celle du temps et de l'espace. Puisque, évidemment, cette transition permanente qui mène d'un état de l'univers à un autre, si vous voulez, se fait dans le cadre d'un devenir, et le devenir, il s'opère dans le temps. Donc, il faudrait ici réfléchir aux modalités du temps et de l'espace. C'est cette temporalité inéliminable, en gros, de l'être, hein, le fait qu'il est dans le temps, le fait qu'il est dans l'espace, qui fait que d'ailleurs cet être permanent, perpétuel, est de la matière et non pas Dieu. Imaginons qu'on ait une matière qui soit éternelle et qui soit immuable, qui ne devienne jamais. On aurait bien du mal à la distinguer du concept de Dieu à partir de là. Hein, Dieu, c'est l'éternel, c'est-à-dire ce qui est hors du temps et de l'espace. Eh bien, la matière, non. La matière n'existe que dans le temps et dans l'espace, alors selon des formules qui peuvent être très, très variables, parce que la science nous apprend que le temps et l'espace n'ont pas qu'une seule façon d'exister, et qu'il peut y avoir des temporalités et des spatialités bien différentes. Voilà, donc, en gros, le projet du matérialisme dialectique est porté par son nom. C'est pour ça que je tiens au nom matérialisme dialectique. Il y aurait des marxistes qui diraient, par exemple, matérialisme rationnel, comme Yves Vargas, par exemple. Je pense que d'ailleurs le terme n'est pas si mauvais que ça. Hein. Mais bon, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de lier les deux termes, parce que quand on entend dialectique, on entend logique. La dialectique, c'est une logique, ça renvoie à la science de la logique. Et par conséquent, on peut arriver, à travers la notion de dialectique, à approcher la matérialité d'une façon pleinement rationnelle. Inversement, la dialectique ou la logique se remplit d'un contenu réel, si l'on peut dire, et n'est plus simplement formel, comme c'est le cas dans les logiques traditionnelles, si vous voulez. En fait, en gros, dans les logiques issues d'Aristote, même si Aristote n'était pas un formaliste, je n'entrerai pas dans les détails à ce sujet, la logique est purement formelle. C'est-à-dire, on met n'importe quel contenu dedans, et puis, si on dit, je ne sais pas moi, que toutes les girafes sont des pierres et que Jean-Paul est une girafe, eh bien, Jean-Paul est une pierre. Bon, donc la logique transporte n'importe quel contenu. Elle est purement formelle, elle est indifférente au contenu. Là, au contraire, si on réfléchit bien à ce que nous venons de dire, à la portée ontologique, effectivement, de la logique et de la dialectique, on s'aperçoit que, et qu'elle le dit, la logique est la logique d'un contenu, c'est l'autodéveloppement de la chose elle-même. Ce n'est pas simplement une méthode. Le matérialisme dialectique n'est pas seulement une méthode. Il l'est, mais il n'est une méthode que parce qu'il atteint la réalité. S'il n'atteignait pas la réalité, d'ailleurs, en quoi serait-il une méthode, puisque la méthode sert à atteindre la réalité. C'est pour ça, c'est souvent des gens, on a souvent des discussions avec des militants, et des fois, une conception un peu naïve du marxisme, c'est d'imaginer qu'il y a une Oui, méthode marxiste et qu'on l'applique après oui, comme un mode d'emploi, alors qu'en fait, la méthode se trouve aussi elle varie avec l'objet lui-même, en fait, d'une certaine manière. exactement. C'est aussi la philosophie capitale, de l'objet capital de Marx, où il faut retrouver même les catégories logiques pour le penser, quoi. Voilà, Marx dit lui-même que la dialectique, c'est la logique spéciale de l'objet spécial. Lénine le dit d'une autre façon en disant qu'il n'existe pas de vérité abstraite, toute vérité est concrète, et il ajoute, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Ce qui signifie bien qu'on ne peut pas avoir une espèce de méthode passe-partout qui va valoir à tous les coups, qui va vous donner la vérité. On passe le réel à la moulinette et de l'autre côté sort la vérité. Et il faut approprier la dialectique au réel, puisque tout simplement la logique elle-même, c'est une logique de l'être. Et elle n'est pas sortie purement et simplement de la tête du penseur. Elle se déroule dans les choses elles-mêmes. Et c'est pour ça que, par exemple, je montre dans ce livre, certains m'ont dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je pense que c'est utile à propos, par exemple, de la théorie de la connaissance de Claude Bernard. Claude Bernard, grand physiologiste du 19e siècle, le fondateur de ce qu'il appelle la médecine expérimentale. Qui Et de la biologie, on peut même dire de la biologie. On peut dire de la biologie, oui, effectivement. Et donc, Claude Bernard
nous explique bien que la méthode de la biologie ne peut pas être exactement la même que la méthode de la physique ou de la chimie, parce que tout simplement, les êtres vivants ne sont pas seulement des êtres chimiques ou physiques, et que donc il faut par exemple prendre en compte le fait que le vivant est une totalité, et qu'on ne peut pas étudier ses parties, comme faisait Descartes à propos de mécanique ou de physique, quand il disait partes extra partes, des parties à l'extérieur d'autres parties. Vous prenez un moteur, vous l'ouvrez, vous enlevez telle ou telle pièce, vous la bricolez, puis vous la remettez dedans. Ben, il ne se passe rien de spécial et ça marche mieux après. Si C'est vous pour ça êtes qu'il un... faut une glande pinéale pour faire rejoindre les parties quand on n'y arrive pas. Voilà, c'est ça. Tandis que vous ne pouvez pas dire, bah, tiens, voilà, quelqu'un a un cœur qui va mal, j'enlève le cœur, je bricole le cœur, je remets le cœur. Si vous enlevez le cœur, le bonhomme meurt en un instant. Donc, il faut prendre conscience du fait qu'il s'agit d'un organisme, c'est-à-dire d'une totalité. Et par conséquent, la méthode de la physiologie expérimentale ne peut pas être la même que la méthode de la chimie ou de la physique, disons. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il faut retenir le fait que si le matérialisme est dialectique, ça veut dire que la matière est logique et que la logique est matérielle, quelque part. En tout cas, qu'elle mord sur le domaine matériel. Que finalement, l'être, comme le dit Héraclite, c'est ce feu permanent qui se rallume et qui s'éteint avec mesure. Le mot important, c'est mesure. C'est cela qui donne l'idée de la logique. Sinon, Héraclite serait bel et bien l'obscur, comme on l'avait surnommé à tort dans l'Antiquité, parce que bon, si c'est pour dire que tout change sans arrêt, que n'importe quoi donne naissance à n'importe quoi, on est en pleine pensée magique. Non, n'importe quoi ne donne pas naissance à n'importe quoi. Il existe des lois de la nature, il existe une mesure, il existe une raison. Le monde change selon une raison, en quelque sorte. Mais bien sûr, ce n'est pas une raison parachutée par le philosophe, qui la trouve dans sa tête et qui la projette en quelque sorte sur les choses. C'est une raison qui, à chaque fois, Marx y insiste sans arrêt, doit être appropriée à l'objet sur lequel elle est exercée, en quelque sorte. Et alors, j'avais annoncé qu'on parlerait de la théorie des universaux, et je vois qu'on n'en parle pas du tout. À Mais la querelle des universaux, oui, bien sûr. Alors, on va y venir, oui, parce bien que sûr. c'est comme ça que Oui, tu oui, introduis. oui. Bah, c'est-à-dire que là, je voulais justifier surtout le mot matérialisme dialectique. Et donc montrer que matérialisme dialectique, ça résout le paradoxe entre l'existentialisme irrationnel ou irrationaliste d'un côté et le rationalisme idéaliste de l'autre. Ça prend le bon côté des deux et ça rejette le mauvais. L'irrationalisme et l'idéalisme, ça garde le matérialisme et la logique. Alors, pour la querelle des universaux, alors, exposons d'abord un peu en quoi elle consiste, effectivement. Tu l'as déjà dit à grands traits, mais je crois que c'est utile de le répéter parce que ça ne court pas les rues. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que la querelle des universaux. Universaux, c'est le pluriel de l'époque, en français de l'époque, de universel, un universel des universaux. Alors, c'est quoi un universel? Eh bien, l'universel, c'est en quelque sorte, si vous voulez, ce qui correspond au nom commun. Quand vous dites, par exemple, non pas bon, voilà, tel tableau, tel autre tableau, etc., mais le beau, ou non pas telle action ou telle autre action, mais le bien, hein, et ainsi de suite. Donc, quelque chose qui est commun, qui va regrouper les qualités communes des êtres. Bon, par exemple, si vous voulez, vous avez Médor, vous avez Azor et vous avez Mirza, comme dirait Nino Ferrer, je crois. Voilà, mais il y a le chien. Le chien, ben voilà, c'est ce qui est commun. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas simplement les noms propres, à savoir Azor, Mirza et Médor, mais le chien. Hein. Alors, donc, cette question du Moyen-Âge se pose de savoir, mais bon, on voit bien que le chien, ça n'existe pas. On ne voit que Médor, Azor et Mirza. Hein. Donc, où est le chien? Où est le commun? Où est le bien? Où est tout ce que vous voudrez? Et donc, c'est la question fondamentale que se posaient des gens qui étaient des logiciens, puisque les philosophes du Moyen-Âge étaient avant tout des logiciens. Et donc, les logiciens travaillent sur des concepts. Et les concepts, ce sont des noms communs. Si je dis Socrate est mortel, le mot mortel renvoie à un universel. Or, Socrate est un homme, bon, donc homme, c'est un autre universel, et l'homme est englobé par mortel, c'est-à-dire que l'universel homme est imbriqué en quelque sorte dans un universel plus large qui est mortel, puisqu'il n'y a pas que les hommes qui soient mortels. Bon, eh bien, où sont-ils ces universaux? D'où on les sort? Et qu'est-ce qui va faire que, notamment, un universel est bien formé, qu'un universel correspond à une réalité? Et alors là, on va avoir deux types de réponses. La première réponse est dite réaliste. Et c'est pour ça que tu faisais bien tout à l'heure, Ébric, de bien préciser que
le mot réaliste a entre-temps changé de sens. Alors, réaliste, ça veut dire que l'universel est une réalité, qu'il existe res comme une chose, et comme évidemment on ne voit pas dans la rue le chien ni le beau dans une exposition de peinture, par exemple, eh bien, c'est que cette réalité, elle existe ailleurs que dans le monde visible, que dans ce que nous voyons. Et là, on est attiré vers le platonisme, on est attiré vers le premier Platon, tout au moins parce que Platon va évoluer dans sa théorie des idées. Tout est toujours plus complexe qu'on le croit. Mais enfin, on est attiré vers le platonisme et vers la théorie platonicienne des idées, avec un I majuscule. Les Ce idées, qu'on appelait réalistes à l'époque semble a priori les plus éthérés, en tout cas, voilà, peut-être les moins concrets, en fait. c'est ça, c'est ça. Ben, voilà. Donc, les universaux n'existent que dans l'intelligible et non pas dans le sensible. Ça ne se voit pas. Donc, ce sont des idées avec un I majuscule. Et comme ces idées, on ne le voit pas et que ce n'est pas nous qui les avons créées, eh bien, donc on est renvoyé à ce que les philosophes médiévaux appelaient l'entendement divin. Les communs, en quelque sorte, donc les universaux, les communs, si vous voulez, pour parler comme on dirait aujourd'hui, sont dans l'esprit divin. Et ils y existent comme des choses. Et sinon, le monde n'aurait pas pu être créé. Dieu crée les universaux, et à partir des universaux, eh bien, il spécifie chacun de ces universaux, et ça donne, pour finir, Socrate ou Aristote, c'est-à-dire les hommes concrets, en quelque sorte. Et les nominalistes, alors eux, ils sont, donc vous le voyez, ultra idéalistes, les réalistes de l'époque. Les noms communs ont une réalité dans l'esprit divin, et que voilà, toute la réalité découle de ça. En face de cela, vous avez des nominalistes. Alors, ce qu'on appelle les nominalistes, ça vient du mot latin nomen, nominis, qui veut dire le nom, qui disent, mais pas du tout, qu'est-ce que vous allez chercher? Les communs, les universaux, ne sont rien d'autre que les noms communs du langage. Et les noms communs en question n'existent que parce que nous nommons les choses et que nous disons ben voilà, qu'il y a des choses belles, qu'il y a des choses justes, qu'il y a des choses vraies, etc. Enfin, tout ce que vous voudrez. Donc, ça existe seulement au fond dans notre tête. Ce sont, comme on le disaient les nominalistes de l'époque, flatus vocis, c'est-à-dire des émissions de voix. Hein. Ils n'ont d'autre existence que dans notre voix au moment où nous les prononçons. Évidemment, de ce point de vue-là, les nominalistes sont quelque part un peu les ancêtres du matérialisme, puisqu'ils font disparaître les idées platoniciennes, et puisque finalement, ils renvoient les idées aux émissions de son. Et une émission de son, c'est finalement quelque chose de matériel. Hein. Donc, les nominalistes. Marx en rendait hommage aussi, d'une certaine manière. Voilà, donc Marx, effectivement, rendra hommage aux nominalistes, le plus célèbre d'entre eux étant Guillaume d'Occam, personnage central pour ceux qui ont vu ce film du nom de la rose dont on parlait l'autre fois. Oui, ou Abélard. Guillaume de Baskerville, mais c'est Guillaume d'Occam, en fait. Voilà, pour la tradition française, avant Guillaume d'Occam, d'ailleurs, Cocorico, c'est Abélard, hein, Pierre Abélard, qui donc était un célèbre nominaliste du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, pour préparer l'émission, j'avais regardé un petit peu les dates. Ça a duré près de 4 siècles, hein, parce que Abélard, on est je crois que c'est 1108. C'est lui qui lance, disons, la querelle. Oui, et ça se termine vers Louis XI, qui finalement interdit, oui, qui tolère les nominalistes. On est à la fin du XVe siècle. C'est ça, et il y a Buridan aussi, qui est en France, qui clôt un peu le cycle, si l'on peut dire. Bon, dans Buridan, dont il est question dans un poème célèbre de François Villon, qui a été mis en musique par Brassens. Prétendant que Buridan fit jeter en cinquantaine. Oui, ce qui d'ailleurs. Mais où sont les neiges d'antan, oui. Voilà, mais ça ne correspond pas d'ailleurs à la réalité historique. Bon, alors donc ils se sont empoignés, les uns disant, bah, voilà, les noms communs, les universaux n'ont pas de réalité, ça ce sont les nominalistes, et les autres disant, mais oui, ils ont une réalité dans l'esprit divin, parce que s'ils n'avaient pas de réalité dans l'esprit divin, qu'est-ce qui nous assurerait que, comme nous disons le beau, le bien, le vrai, l'homme, le chien, le chat, etc., nos concepts correspondent à la réalité. Si c'est purement arbitraire, si c'est la dénomination, alors par exemple, quand on change d'une langue, quand on va d'une langue à l'autre, ce ne sont plus les mêmes universaux, et donc il n'y a plus de science possible, puisque la science doit être universelle. Alors cette querelle-là est sans fin. Elle est sans fin et elle n'a pas de véritable issue. Et c'est pour cela qu'effectivement, le marxisme me paraît ici très intéressant, parce qu'effectivement, la pensée de Marx, à travers notamment sa conception de l'économie politique, je renvoie souvent à l'introduction de 1857 à la méthode
de la science économique, ça s'appelle comme ça. Hein. Un des textes les plus denses au point de vue philosophique de Marx. Ouais. Voilà, c'est sans doute le texte de Marx le plus philosophique et le plus brillant, hein, bon, et le plus difficile aussi, peut-être, quelque part. Bon, mais rien sans rien, comme on dit. Donc, dans ce texte, effectivement, Marx explique deux choses. Il explique premièrement qu'il y a une distinction à faire. Il ne faut pas confondre la dialectique des choses et la dialectique des idées. Et c'est là qu'effectivement apparaît cette notion qu'on nous dit si barbare et qui ne l'est pas du tout, la notion de reflet. Vous n'êtes pas votre image dans la glace. Vous êtes vous, et puis il y a l'image dans la glace. Oui, on croit toujours que c'est Lénine qui Ah non, c'est pas. le Non, reflet, et bien sûr que non. Marx n'emploie pas le terme reflet, il emploie le terme reproduction. Reproduction dans le cadre de la pensée des propriétés au fond des choses. Mais la reproduction n'est pas l'original. La vérité n'est pas la réalité. La vérité sur une chose n'est pas la réalité de cette chose. Spinoza l'avait déjà dit quand il disait que le concept de chien n'aboie pas. Hein. Vous avez beau penser le chien, vous ne devenez pas un chien pour autant. Bon, et donc effectivement, il y a bien deux niveaux, et il ne faut pas s'en lamenter, comme le font souvent certains idéalistes qui disent mais donc jamais la pensée ne coïncidera avec la réalité, donc jamais on obtiendra la vérité. Mais si, puisque la pensée n'a pas à coïncider avec la réalité. Ce n'est pas son objet. Je ne pense pas une chose pour devenir cette chose. Bon, ça peut éventuellement être le cas dans des conceptions poétiques, où je peux essayer de me mettre à la place de la chose que je pense. Mais bon, là, nous sortons du domaine proprement scientifique. Donc, il faut bien distinguer les deux étages, en quelque sorte. L'étage de la réalité, qui a sa propre dialectique. Les choses évoluent comme elles évoluent, et quand bien même elles ne seraient pas pensées, ça ne les empêcherait pas d'évoluer. Pendant des milliards d'années, eh bien, les étoiles, les galaxies, les nébuleuses, tout ce que vous voudrez évoluent, et personne n'est là pour les penser. Ou alors il faut me dire le contraire, et dans ce cas, on voit combien ce serait ridicule que de penser qu'effectivement, l'univers aurait besoin de quelqu'un pour le penser, comme si, au fond, l'univers faisait partie de la société du spectacle. Pas du tout. Hein. C'est après coup qu'il devient un spectacle. Bon, donc ça, c'est le premier élément. Oui. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a donc la dialectique de la pensée. Quand nous pensons, nous ne reproduisons pas les processus du réel que nous pensons. C'est-à-dire que, bon, penser le chien, ce n'est pas se mettre à quatre pattes en faisant wawa. Hein. Bon, donc les processus sont différents, qu'ils soient au niveau de la pensée ou au niveau de la réalité. Hein. Donc, penser, c'est reproduire le réel par la voie, justement, de l'esprit. Et donc, Marx fait remarquer que, bien sûr, au départ, il y a la sensation, il y a l'intuition, parce que si nous n'avions aucune connaissance de l'existence du monde et si nous ne savions pas que, par exemple, il existe des marchandises parce que nous allons sur le marché pour faire nos courses, eh bien, nous n'aurions pas ensuite besoin de fabriquer l'économie politique. Donc, il faut bien qu'au départ, il y ait des intuitions, et elles viennent du monde sensible, par l'intermédiaire de nos sens. Mais nos sens ne nous donnent à ce niveau-là que des approximations, le plus souvent grossières, voire des apparences, quelquefois des illusions. Hein. Donc, bon, il ne faut pas se fier uniquement à ça. L'esprit va forger à partir de là des abstractions, par exemple dans le domaine de l'économie, des notions très larges comme la circulation, la consommation, la production, la distribution, que sais-je encore, hein, la monnaie. Bon, voilà. Et ces abstractions, eh bien, il va s'en servir pour produire la science. Car ce que montre Marx, c'est que la science n'est pas abstraite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé la distribution, la consommation, la production, et ainsi de suite, on n'a pas encore la science. On n'a que le C'est le béaba. premier stade de l'abstraction, hein. Il ne faut pas s'arrêter là. Je crois qu'il le dit bien dans ce texte. Hein. C'est même le deuxième. Le premier stade, c'est le réel qui nous fournit, par l'intermédiaire des sens, des impressions. Des impressions, voilà, bon, que nous synthétisons, tant bien que mal, à travers des abstractions. Ces abstractions, ensuite, eh bien, il faut les mettre en mouvement de façon à reproduire la vie de la réalité. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le capital de Marx, par exemple? Eh bien, c'est d'expliquer le mouvement de la réalité du capitalisme. Quel est le but de Marx? Ce n'est pas d'écrire l'économie politique avec un E majuscule et un P majuscule, c'est de décrire de façon aussi prédictive qu'il est possible la réalité qu'il a devant les yeux, c'est-à-dire comment fonctionne le système capitaliste et vers quoi va-t-il. Si on sait ça, on a la science du capitalisme.
On a la science du capital et on peut écrire un livre qui s'appelle Le Capital. Est-ce qu'il Voilà. avait commencé en expliquant comment l'argent s'accumule et on voit une masse d'argent que Harpagon touche de ses mains et ça ruisselle, évidemment, il n'aurait pas expliqué le capital, il n'aurait pas expliqué sa logique interne, il n'aurait pas expliqué les rapports d'exploitation, il n'aurait pas... Oui, c'est pas Long Picsou, le capital. Oui, c'est ça. C'est pas le bonhomme qui plonge dans sa piscine pleine de pièces d'or en permanence. Donc, effectivement, il faut arriver à reproduire la vie du réel aussi proche, aussi fidèlement que possible. Ce qui, évidemment, signifie avoir des possibilités de prédiction pour qu'on puisse contrôler si ce que dit le savant correspond à la réalité, si ce qu'il annonce se produit ou pas, et ainsi de suite, comme dans n'importe quelle science. Ou évidemment, si vous vous dites simplement que vous avez des étoiles, des planètes, et ainsi de suite, mais que vous n'êtes pas capable de prédire une éclipse tel ou tel jour, vous n'avez pas produit de science, quelque part. Donc, il faut bel et bien, pour finir, arriver à l'individualité des choses, au monde réel tel qu'il est. Il n'y a pas d'un côté ce qui est individuel et qui serait impossible à rendre par l'intermédiaire des concepts, des communs, des universaux et de la science, et de notre côté, les concepts scientifiques qui patineraient quelque part dans l'entendement divin sans jamais embrayer sur la réalité individuelle. La réalité est individuelle. En histoire, on a des événements, on a des faits, on a des données, on n'a pas simplement de grandes statistiques, si l'on peut dire. Alors, quoi qu'il en soit, on voit que la science, pour Marx, converge vers l'individuel, converge vers l'événementiel, converge vers l'historique. Le but de Marx et d'Engels étant, dès le début fixé, dès leur grand livre, L'idéologie allemande de 1845-46, c'est-à-dire quand ils disent nous ne connaissons qu'une science, la science de l'histoire. Ils veulent rendre compte de l'histoire. Parce que si on n'est pas capable de rendre compte de l'histoire, on ne peut pas agir sur elle d'une façon rationnelle et on en reste au socialisme utopique. On ne peut pas aller vers un socialisme scientifique, on ne peut pas aller vers une théorie qui donne au prolétariat des outils pour transformer la réalité. Alors ça, c'est peut-être aussi parce que toute connaissance est soumise au devenir, donc de toute façon a un caractère historique et transitoire. Oui, alors il y a aussi cet aspect des choses, effectivement. Mais bon, même si on imaginait que la science soit figée, imaginons par extraordinaire que la science soit figée pour simplifier. Hein, ce n'est pas le cas, on est bien d'accord, ce n'est pas le cas. La science, évidemment, va évoluer elle aussi, puisque tout change. Donc pourquoi la science ne changerait peut-être pas? Mais bon, peu importe. Imaginons qu'elle soit figée à un moment donné pour comprendre un état du monde et le devenir probable ou possible de cet état du monde. Il faut maintenant regarder de l'autre côté. Il faut regarder du côté du réel, du côté de la dialectique du réel. Parce que la question reste toujours en suspens. Comment est-ce que les universaux vont correspondre aux choses? Comment vont-ils échapper à l'arbitraire? C'était au fond l'objection que les réalistes faisaient aux nominalistes. Vous dites que les communs sortent de notre émission de voix, mais qu'est-ce qui fait que nous disons des choses justes et que nous ne déraisonnons pas quand nous disons les chiens? Et après tout, pourquoi ne pas mettre les loups parmi les chiens? Pourquoi ne pas mettre les renards? Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que l'espèce, par exemple, est correctement délimitée? Marx, qui est un grand lecteur d'Aristote, avait déjà trouvé qu'il y avait chez Aristote un début de réponse très intéressant. Aristote, en effet, a rencontré ce problème-là. Tu l'as dit tout à l'heure en citant sa phrase, à savoir, il n'est d'existence que de l'individuel, que du singulier, plus exactement dans les termes aristotéliciens. Il n'est donc d'existence que du singulier. Le chien n'existe pas, c'est toujours Médor, Azor ou Mirza. Hein, et il n'y a de science que de l'universel, parce que quand je forme une science, je veux non pas simplement connaître Mirza, mais connaître le chien, avoir des notions précises et larges. Et Aristote répondait à cela, parce qu'Aristote n'a pas seulement été un grand logicien, c'est pour ça qu'il n'est pas seulement formaliste en logique, il a été aussi un grand zoologiste, un grand botaniste, un grand biologiste. Et il disait, c'est la notion d'espèce. Il y a des espèces. Eidos, en grec, veut dire, eidos qui a donné idée, veut dire aussi espèce, en grec. Hein. Ou idéa, d'ailleurs, eidos ou idéa, ce sont les deux termes qu'emploie la langue grecque. Et donc, effectivement, les espèces, on voit bien qu'elles existent. En clair, les chats ne font pas les chiens. Hein, et donc, les chiens se reconnaissent entre eux, les chats se reconnaissent entre eux, et la génération, ce qu'il appelle la génération, on dirait aujourd'hui, nous, la reproduction, est le critère de l'espèce. On peut pinailler sur tout ça, parce que la science contemporaine a évidemment raffiné de façon extrêmement précise la notion d'espèce, de genre, etc., etc. Mais pour nous en tenir à une première approximation
qui nous suffit à ce stade de la réflexion, si vous voulez. Par exemple, le mulet n'est pas une espèce. Le mulet est le produit du croisement entre l'espèce cheval et l'espèce âne, hein, mais les mulets ne peuvent pas se reproduire entre eux. Pour ça qu'il y a une dialectique chez Aristote entre la définition de l'espèce et la différence particulière au sein de l'espèce, qui aussi permet de dynamiser tout ça. Et de Alors, il y a ça aussi, mais là, même, on n'en a pas besoin à ce stade du raisonnement. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de voir que dans la réalité, eh bien, l'universel prend corps. Il prend corps puisqu'il y a une espèce. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, ben oui, forcément, il y a un ADN de l'âne qui n'est pas l'ADN du cheval. Et c'est pourquoi, effectivement, même s'ils peuvent se mélanger et avoir, bon, l'ânesse peut avoir un produit en rejeton avec les talons du cheval, ou l'inverse, hein, je crois que ça s'appelle le bardeau, effectivement, mais les mulets ne peuvent pas se reproduire entre eux, il n'y a pas une espèce mulet, il n'y a pas une espèce bardeau. Hein. Donc, il y a bien une réalité du commun, de l'universel, il y a bien un réalisme, par conséquent, du commun. Mais ce réalisme n'est pas dans ma tête, ni dans l'entendement divin, il est tout simplement dans la reproduction où vous regardez effectivement et vous voyez que les taureaux montent les vaches et que je sache, non pas, je sais pas moi, les girafes. Hein. Bon, d'une manière ou d'une autre, effectivement, ici, il y a du répondant dans la réalité. S'il n'y avait pas de répondant dans la réalité, nous ne pourrions pas avoir une science. Et alors, que fait Marx? Il se tourne vers la réalité économique, c'est celle-là qu'il étudie, c'est de cela qu'il est scientifique, c'est un économiste. Et donc, qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, il constate que dans l'Antiquité, Aristote a donné les bases de l'économie, mais qu'il n'a pas pu développer les choses très largement. Or, c'était un génie, et sans doute que Aristote est considéré par Marx comme le plus grand philosophe de tous les temps, même que Hegel. Pourquoi Aristote, qui était un génie, n'a-t-il pas pu accoucher du capital? Alors d'abord parce que le capitalisme n'existait pas, au sens propre du mot, et deuxièmement, surtout parce que, au fond, dans la Grèce antique, il n'y avait pas véritablement, disons, de possibilité pour que germe réellement un concept complet, ni de l'argent, ni du capital, ni de la monnaie. Tout bonnement parce qu'il existait l'esclavage. Tant qu'il existe l'esclavage, il n'y a pas le libre marché de la main-d'œuvre, qui est propre au capitalisme. Il y a bien des gens qui sont vendus sur le marché, les esclaves, mais ce sont des gens autres qui les vendent. Ce ne sont pas eux qui vont sur le marché du travail, qui vont porter leur propre force de travail. Il faut la germination des siècles, le germinalisme, je dirais presque des siècles, en quelque sorte, dans le domaine économique, pour que d'une part, bon, la monnaie s'individualise par rapport aux autres marchandises et devienne l'argent. Dans les échanges primitifs, on troque marchandises contre marchandises, et par conséquent, on ne peut même pas bien clairement comprendre ce que c'est qu'une marchandise. Pour élargir l'échange, dans des conditions données, lorsque l'échange va véritablement devenir très large, lorsqu'il va y avoir des gens comme les Phéniciens, par exemple, qui vont porter des marchandises de port à port, eh bien, ils vont utiliser quelque chose qui s'appelle la monnaie, c'est-à-dire une marchandise commune, une marchandise qui va résumer les autres marchandises, et qui est elle-même pourtant une marchandise, puisque l'argent s'achète et se vend lui-même, étant donné que les monnaies se cotent les unes par rapport aux autres. Donc, l'argent est une marchandise, mais en même temps, c'est la marchandise. Là, article défini, un universel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité, vous allez avoir petit à petit quelque chose qui va germer, qui est effectivement l'économie monétaire, qui va devenir effectivement une économie marchande, qui va donner lieu effectivement à l'apparition, à partir du moment où il y a de l'argent qui circule, à l'apparition de la banque. Les banques vont effectivement se mettre à thésauriser ou à garder l'argent. Et lorsque des gens possèdent beaucoup d'argent, parce qu'ils sont les maîtres de l'échange, parce que c'est eux qui, sur les marchés, effectivement, font l'échange, l'échangeur même, exactement, eh bien, ces gens-là vont devenir, au fond, les premiers capitalistes, puisque cet argent-là va entrer dans un nouveau cycle. Il ne s'agira plus simplement, il y a une marchandise, je l'achète avec de l'argent, et avec cet argent, je peux acheter une autre marchandise, et ainsi de suite. Là, c'est le contraire qui se passe avec le capitalisme. C'est au contraire l'argent qui fait des petits. Ce n'est pas la marchandise qui est achetée par l'argent, c'est l'argent qui s'investit dans les marchandises pour donner plus d'argent. Ça s'appelle le profit, ça s'appelle la plus-value à travers le travail humain. Donc ici, Marx nous fait remarquer que dans le réel, il y a du répondant, que le réel aussi produit de l'abstraction.
on avait vu dans la première partie de ce que je disais tout à l'heure que la pensée est capable de produire du concret. On part de l'abstraction, des abstractions que nous avons formées dans notre esprit, et nous formons un concret de réalité, un concret scientifique qui nous permet d'appréhender le réel dans son mouvement. Ou ton histoire d'eidos, de forme qui a une forme concrète par la reproduction, tout simplement. Qui effectivement, par son adaptation à la réalité concrète, produit une science individualisée. Par exemple, Marx ne produit pas seulement le Capital, c'est un grand historien. Il fait par exemple l'histoire de la Commune. Il fait par exemple l'histoire du coup d'État de Napoléon dans le coup d'État de Louis Bonaparte. Et même dans le Capital, à un moment, il parle d'accumulation cognitive, mais il ne commence pas par là. Non, effectivement, on arrive à l'histoire à la fin. On arrive au concret, à l'individuel à la fin. Bon, ça, c'est dans le domaine de la pensée. Je sais que c'est difficile à suivre ce que je dis là en ce moment, mais c'est parce que c'est complexe. Et dans la réalité, le trajet se fait, je dirais presque en sens inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, la réalité, elle est composée d'objets concrets. Il n'y a pas des universaux qui se promènent comme ça dans la rue et bon, le chien ne va pas parler à le chat, quelque part. Bon, mais il y a un chien qui est en train de courir derrière ce chat, ce démonstratif, celui-ci. Bon, ça, c'est la réalité. Mais il arrive que dans la réalité, dans les processus de la réalité, eh bien, germent ce qu'on appelle des universaux réels, des universaux empiriques. On peut les voir, ils ne sont pas dans l'entendement divin. L'argent, ça a une matérialité, ça se touche. Au départ, l'argent est une marchandise. Ce sont les métaux précieux, c'est de l'argent ou de l'or. Mais regardez, par exemple, en français, ça ne se voit pas. En français, on utilise le mot argent pour désigner à la fois le métal précieux et la monnaie. Mais en anglais, par exemple, ou en allemand, il y a deux mots. Par exemple, c'est, je ne sais pas, Geld et Gold en allemand. Geld, c'est l'argent monétaire. Gold, c'est le métal précieux. En anglais, il y a, par exemple, silver pour désigner l'argent métallique et money pour désigner l'argent dont on se sert pour payer, en quelque sorte. Bon, eh bien, justement, ça finit par germer dans la réalité. Et quand, sous nos yeux, on a tous les jours de l'argent qui va dans tous les sens et qui finit par donner du capital et qui finit par se reproduire et ainsi de suite, eh bien, le concept et la réalité finissent par converger. Et c'est à ce moment-là que l'économie politique devient possible. C'est à ce moment-là que, pas seulement par Marx, mais bien avant Marx, par Smith, par Ricardo, par les économistes classiques, effectivement, bourgeois même, carrément, eh bien, on va commencer réellement à penser le capital. Donc Marx ne pense pas qu'il soit le premier à penser le capital, mais il pense que, bon, voilà, ça n'était pas possible à l'époque d'Aristote, parce que ce mouvement de l'argent devenant capital ne pouvait pas prendre tout son élan, étant donné que nous étions dans une société dominée par l'esclavage. Là, au contraire, dans le capitalisme, nous avons le libre-échange complet d'un côté des valeurs monétaires, des valeurs également moyens de production, c'est la bourse, et puis du marché du travail. Et du même coup, sans arrêt, les capitalistes peuvent échanger avec la classe ouvrière, les capitalistes achetant la force de travail des prolétaires pour en faire de la plus-value, et ainsi de suite, à travers un cycle infini. Donc, si vous voulez, au fond, la germination se fait dans le réel, et il y a à un certain moment, je dirais, une sorte d'accrochage, d'arrimage entre la dialectique de l'esprit et la dialectique du réel. C'est ainsi que, pour finir, on arrive à sortir de la querelle des universaux, puisqu'on n'a plus à choisir entre, d'un côté, des essences scientifiques et abstraites, mais n'ayant pas de répondant dans la réalité, et de notre côté, eh bien, des réalités qui bougent dans tous les sens, mais qui n'ont aucun arrimage conceptuel, si bien qu'on n'arrive jamais à la résolution du paradoxe qu'annonçait Aristote, il n'est de science que de l'universel, d'existence que du particulier. Eh bien non, il y a de l'universel dans l'existence. Les espèces, par exemple, au niveau biologique, ou l'argent au niveau des marchandises. Et il y a aussi, évidemment, de l'abstraction et du concret, de la production de concret dans la pensée. Au fond, c'est ça. Juste ce terme, simplement. Bien souvent, spontanément, tous, nous avons tendance à dire que l'abstrait, c'est la pensée, le concret, c'est le réel. Et bien, Marx nous montre, paradoxalement, voilà ce que c'est que la logique dialectique, voilà pourquoi elle est productive, voilà pourquoi ce n'est pas une sophistique, elle produit quelque chose. Eh bien, elle nous montre que la pensée produit du concret de pensée. Évidemment, elle produit le pas la réel réalité produit de pour autant. l'abstrait.
Voilà, et tandis que la réalité matérielle produit elle aussi de l'abstrait. On peut le voir, il y a un domaine qui me fascine, moi, c'est celui notamment de la cosmologie. Dans le domaine de la cosmologie, Engels s'est posé la question très directement de la querelle des universaux. Dans Dialectique de la nature, il se demande à quoi correspond le concept de matière. C'est le plus universel qui soit, puisque tous les objets et tous les processus auxquels nous avons affaire sont matériels. Donc, qu'est-ce que c'est que la matière? Et donc, on pourrait la définir de telle et telle façon, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui nous assure que cette définition est correcte? Et il se dit que, bien sûr, la matière, c'est un universel, hein, que donc elle a un côté purement abstrait, que c'est une abstraction. Quelque part, ça le choque un peu quand il dit que la matière est une abstraction ou une généralisation, parce que en tant que matérialiste, ça pourrait vouloir dire que finalement, la matière n'est qu'une idée, ce qui est un peu fâcheux, un peu gênant. Et il aborde l'idée d'une matière première. Il se dit, n'y aurait-il pas, dans des conditions données, une matière première possible? Et il parle de cosmologie à ce niveau-là. Or, si aujourd'hui, nous regardons un petit peu ce qui se passe du côté des sciences, et je disais que les sciences ont une portée ontologique, voilà, on l'a bouclé, on s'aperçoit que, par exemple, lorsqu'on parle des premières fractions de seconde qui suivent le Big Bang, par exemple, on a affaire à une sorte de plasma universel où l'élémentaire, c'est-à-dire l'objet de la physique des particules, de la physique fondamentale, la physique de l'infime, disons plutôt, et l'univers ne font qu'un. Les particules et l'univers ne sont qu'un à ce moment-là. Lorsque les étoiles, les galaxies, etc., ne sont pas encore formées, lorsqu'il n'y a pas divergence entre d'un côté les sciences du cosmos et d'un autre côté les sciences de l'infime comme aujourd'hui, parce que l'univers est déjà formé. Mais quand on passe par les points limites, par exemple dans les cosmologies du grand rebond, où l'univers repasse périodiquement par un état de grande réinitialisation, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, à ce moment-là, on a bel et bien un moment où la matière et l'univers coïncident, et où la matière est bien un objet non pas empirique au sens où on peut le voir, parce qu'évidemment, pour voir ça, il faut des tas et des tas de théories, d'appareillage conceptuel et d'appareillage technologique. Mais il y a bel et bien, à ce moment-là, un moment où la matière coïncide avec un objet singulier. Et d'ailleurs, la physique parle à ce moment-là de singularité, même si c'est dans une signification qui est plutôt mathématique. Mais Attends, enfin, tu es sur la dialectique de la nature de Engels, et après tu parles de théorie du Big Bang. Qu'est-ce que Engels voyait à son époque? Comment... non, non, Engels ne voyait pas évidemment de théorie Oui, du voilà. Big Bang à son époque, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est la puissance de la pensée philosophique. On ne sait pas encore comment ça va s'incarner à tel ou tel moment, parce que c'est la science qui le dira, si l'on peut dire. Mais on sait qu'il faut expliquer le réel par lui-même. On sait qu'il faut expliquer le réel sans addition étrangère. Et bien, dans ce cas, il faut bien supposer qu'il y a un moment où le concept général de matière coïncide, ou tout au moins coïncide, non pas, non, le concept ne coïncide jamais au sens d'une fusion avec l'objet, mais reflète correctement et est fidèle à un objet. Et donc, il faut bien qu'il y ait un moment où le concept de matière lui-même puisse correspondre à un objet singulier. Alors bon, Engels ne veut pas dire à son époque de quelle façon cela peut se produire. Il pense en termes de nébuleuses, par exemple. Il se dit, bon voilà, le système solaire, lui, voit surtout l'univers à travers le système solaire. On a chaque période à l'horizon qu'elle peut. Et donc, quoique chez Engels, il y a déjà l'idée des univers-îles, c'est-à-dire des galaxies. On commence déjà à l'époque à comprendre qu'il y a quelque chose d'autre que la Voie lactée. Mais enfin, bon, globalement, ce que Engels a en tête, et c'est déjà beaucoup, c'est très avancé pour son époque, c'est l'idée que les nébuleuses de gaz, par condensation sous l'effet de la gravitation, peuvent donner des étoiles, et que les étoiles, tournant sur elles-mêmes, toujours sous l'effet de la gravitation, vont donner naissance aux planètes, au système solaire, aux anneaux concentriques qui vont eux-mêmes, ça c'est le modèle de Kant-Laplace. Donc on pense à ces choses-là. Et il y a bien donc un moment où vous avez une matière première, en quelque sorte, qui est celle des... C'est pas si bête que ça, c'est les atomes d'hydrogène, tout bonnement. Et qu'est-ce que c'est que les atomes d'hydrogène, sinon justement une forme primitive de la matière? C'est qu'un atome d'hydrogène, c'est la forme la plus simple de l'élément chimique où nous avons simplement un proton et un électron, ou même un proton tout court,
si nous sommes dans une phase encore antérieure, où il n'y a pas encore le libre jeu des forces électromagnétiques qui vont cohérer les atomes, les noyaux et les électrons, en quelque sorte. Donc, Engels anticipe la nécessité de cette conception des choses, qui se traduit aujourd'hui dans le domaine du développement scientifique. Je n'invente rien, c'est Gilles Cohen-Tanouji qui explique ça dans un livre déjà des années 1990, par une sorte de convergence, de fusion entre les sciences du cosmos et les sciences de la physique. C'est pour ça que je parle, moi, dans mon livre, de sciences cosmophysiques, en quelque part. Il y a, à notre époque, pour comprendre certaines formes de matière, pour toucher à certaines formes de l'infime, si l'on peut dire, nécessité de passer par la cosmologie, parce que nous ne sommes pas capables sur Terre de produire les énergies énormes qu'il faudrait obtenir pour pouvoir expérimenter là-dessus. Donc la cosmologie devient en quelque sorte le banc d'essai de la physique de l'infime. L'infiniment petit explique l'infiniment grand et inversement, en fait. Ben oui, il y a même un moment où ils coïncident. Si on passe par des phases de grands rebonds, par exemple, alors on n'en sait rien encore, tout ça est spéculatif pour une part, bien évidemment, il y a des cosmologies et des cosmogonies rivales, concurrentes, etc., avec des théories physiques qui leur correspondent à chaque fois, comme la gravitation quantique à boucle correspond aux théories du grand rebond. Je simplifie pour aller à l'essentiel, si vous voulez. Mais quand on a effectivement affaire à ce genre de théorie du grand rebond, j'ai écrit un article là-dessus pour Étincelle, sur notamment les recherches d'un Allemand qui s'appelle Boyowald, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a bien un moment où l'univers et l'élément sont identiques. Un peu comme il y a un moment où, dans le domaine de l'économie, la marchandise est résumée par l'argent, qui est la marchandise de toutes les marchandises. Bon, c'est pas mystique que de dire ça, c'est la pulsation même de la réalité. Pour le réel. Et de même que quand tout à l'heure, tiens, parlons d'un exemple que tout le monde connaît, tout simplement, Aristote constatait l'existence d'espèces, mais au fond, il savait bien qu'il y avait un élément commun, forcément, un élément réel commun à un cheval et à une jument pour qu'ils puissent s'accoupler, bien sûr, mais il ne pouvait pas encore parler d'ADN, mais aujourd'hui on peut. Et l'ADN est individualisé, on peut le repérer, le matérialiser. Et c'est bel et bien l'élément commun qui permet, effectivement, c'est parce qu'elles ont le même ADN parce qu'ils ont le même ADN que deux éléments d'une même espèce peuvent se reproduire entre eux, par exemple. Il y a une réalité de l'universel. Et j'ai envie de te poser la question, pardon, excuse-moi, j'avais envie de te poser la question par rapport à Marc sur la notion de travail abstrait, la différence entre travail et travail abstrait. Est-ce que ça rentre aussi, je pense, dans ce même processus, dans ce même oui, absolument, c'est ça. C'est ça, ben oui, pour former la notion du capital, pour former la notion effectivement de... Bon, le capital, c'est l'argent qui donne une plus-value. Et par conséquent, qui passe par le travail humain. Parce que s'il n'y a pas de travail humain, il n'y a pas de plus-value. C'est l'exploitation capitaliste, qui est la clé de ce mystère que l'argent donne plus que ce qu'il a coûté au départ. Bon, effectivement, mais pour cela, il faut qu'il passe par le travail abstrait. Dans la Grèce antique, par exemple, ou la Rome antique, effectivement, dans la mesure où le marché du travail est préempté par l'esclavage, il n'y a pas de travail véritablement abstrait. Le travail abstrait ne prend pas figure séparément du travailleur concret. On achète un esclave, tandis que dans le capitalisme actuel, on n'achète pas un esclave, on achète la force de travail. Et cette force de travail, elle renvoie à quoi? Eh bien, elle renvoie à quelque chose qui est abstrait, mais qui est une abstraction réelle, qui est le temps de travail nécessaire pour former la force de travail de tel ou tel prolétaire. C'est-à-dire qu'un prolétaire va valoir sur le marché du travail ce qu'a valu le temps nécessaire pour former sa force de travail. C'est pour ça que si vous avez Bac plus 5, vous coûterez plus cher aux capitalistes sur le marché du travail que si vous avez Bac moins 3. Si on payait le travail, si on paye réellement le travail, on serait dans le socialisme et il n'y aurait pas de profit. Parce que ce qu'on paye, c'est la force de travail. Oui, voilà, effectivement, dans le capitalisme, le capitaliste achète la force de travail à sa valeur, mais comme la force de travail a la particularité de produire de la valeur, quand il fait travailler la force de travail, quand il consomme la force de travail, comme moi quand je bois un verre d'eau,
eh ben, je consomme le verre d'eau. Bon, le capitaliste consomme de la force de travail. Il fait travailler, en quelque sorte. Et la particularité de la force de travail, c'est qu'elle crée de la valeur. Sinon, elle ne serait pas de la force de travail. Donc, effectivement, à partir de là, le mystère de la production de plus-value est résolu par le capital de Marx. Mais la notion de force de travail est elle-même, au fond, renvoie au travail abstrait et à la production de ce travail abstrait. Or, cette production de travail abstrait, c'est dans la réalité qu'elle s'opère. Ce n'est pas dans la tête de Marx. Hein, et elle s'est opérée comment? Tu parlais tout à l'heure de l'accumulation primitive. Il faut voir notamment les passages de Marx dans le Capital et ailleurs, où il parle du procès des enclosures en Angleterre, c'est-à-dire de la façon dont, à une certaine époque, effectivement, les landlords, les seigneurs terriens, ont finalement viré les paysans de leurs terres pour notamment mettre en place de vastes élevages de moutons qui permettaient d'alimenter les fabriques lainières, par exemple, des Flandres, et ainsi de suite, au démarrage du grand capitalisme moderne. Et donc, du même coup, si vous voulez, ces paysans qui jusqu'alors étaient des travailleurs ô combien concrets, attachés à leur terre, à leur patois, à leur région, etc., et ainsi de suite, sont du jour au lendemain devenus des vagabonds sur les grandes routes de l'Angleterre, et on en pendait tous les jours parce qu'ils volaient, ils pillaient pour arriver à manger, tout simplement. Mais du coup, ça a donné naissance au prolétariat primitif. Et bien voilà le travail abstrait. Le travail abstrait, il est apparu concrètement à coups de pied au cul, si on peut dire, en quelque sorte. Hein. Il est apparu lorsque on a, entre guillemets, c'est ça le plus extraordinaire, et on voit tout le fond de l'idéologie capitaliste derrière, libérer les paysans. Les paysans ont été libérés de la terre, c'est-à-dire qu'on les a foutus dehors. On leur a dit, tu dégages de ta ferme, maintenant j'en fais autre chose. Et donc, ils sont devenus une main-d'œuvre complètement interchangeable, puisque le prolétaire, au départ, notamment ceux qui vont travailler justement dans les petits ateliers, puis dans les manufactures, puis dans les usines, sont interchangeables. À la limite, un jour, ils sont tisserands, le lendemain, si l'usine ferme, eh bien, ils vont travailler dans la métallurgie ou dans la mine, et ainsi de suite. Ils deviennent de la force de travail abstraite. Ils ne sont plus d'un métier, ils deviennent la notion de métier, la notion de classe. Voilà, tout simplement, pour nous marxistes, pour nous communistes, elle est tout à fait essentielle. Elle peut enfin se détacher du métier. Dans les sociétés traditionnelles type médiévale, par exemple, eh bien, on fait partie d'un État. On est dans telle corporation et on ne passe pas d'une corporation à une autre. Généralement, l'État de son père est hérité par le fils, quoi. Il devient boulanger si son père était boulanger ou cordonnier si son père était cordonnier. Là, au contraire, avec ce système-là, le système des métiers est dynamité, le système des corporations aussi, et par conséquent, le travailleur devient un travailleur abstrait, un prolétaire, sur un marché complètement inhumain, dans lequel effectivement règne la valeur absolue de l'échange marchand, quoi, tout simplement. On n'arrête pas aujourd'hui de dire que tout est marchandisé, etc. Les analyses marxistes fonctionnent mieux aujourd'hui que jamais. Et avec la pression de l'armée industrielle de réserve, qui fait que ceux qui n'ont pas de travail font pression sur ceux qui en ont, sans le vouloir. Voilà, exactement. Donc là, quand vous avez une masse de travailleurs, donc il y a un processus d'abstraction permanent, de généralisation permanente, qui pèse ô combien concrètement sur les épaules du pauvre monde. On le verrait aujourd'hui même par rapport à l'usage, c'est un thème qui m'est cher, comme tu le sais, de la généralisation de l'anglais. Le passage au globish que promeut à toute force la Commission européenne, sous la direction d'Ursula von der Leyen en particulier, est tout à fait significatif. Mettons en place une langue unique, donc une langue commune, un commun capitaliste, ici en réalité. Et nous aurons pour chaque poste de travail non plus la concurrence entre 10 prolétaires français ou 10 prolétaires italiens ou 10 prolétaires allemands qui sont segmentés chacun dans son secteur par sa langue, mais une concurrence immédiate pour chaque poste de travail entre 1000, 10 000, 100 000 personnes. Alors là, je ne vous dis pas ce que vont devenir les salaires et les acquis sociaux. Ah ouais, on ne fait jamais le lien entre ça, oui, on le voit simplement sous un angle culturel, identitaire, alors qu'en fait, oui, c'est des conséquences très concrètes sur le marché du travail. C'est la désegmentation sauvage du marché de l'emploi. Le marché de l'emploi mondial, si l'anglais devient la clé pour y entrer, d'abord, il y a plein de gens qui sont inemployables à jamais, mais ça sera une petite perte pour les capitalistes, ça sera un grand acquis pour eux sur le plan politique, parce que ça permettra de diviser les travailleurs
plus fortement encore selon leur langue, pas du tout de faire du commun, du fraternel et ainsi de suite, comme le croient les Bobos, pas du tout, au contraire, c'est l'inverse. Et multiplier les facteurs de concurrence entre les travailleurs parlant anglais, hein, tout simplement, avec des stratifications selon qu'ils parleront, qu'ils baragouineront le globish ou qu'ils seront English Mother Tongue, anglais langue maternelle. Ce sera évidemment exigé pour les hauts cadres. C'est exactement ça. Ce qui veut dire que tous ceux qui ne seront pas nés dans la langue anglaise deviendront inemployables pour les hautes fonctions. Ils auront un rôle définitivement subalterne. Oui, voilà, exactement. Bien sûr, c'est une sorte de, comment dirais-je, d'analyse bourdieusienne de la distinction à l'échelle mondiale et par le critère de la langue. Exactement. Voilà toutes les raisons pour des progressistes de défendre le français, parce qu'on entend souvent, on entend surtout des gens de droite sur cette thématique, même si on les entend assez peu, et souvent avec des arguments qui ne sont pas forcément porteurs, qui ont un caractère naturaliste, alors que comme si le français était un bloc qui n'évoluait pas, mais en tout cas, en tant que langue de la nation et de son évolution, et reflétant son évolution, elle doit être à défendre, oui, bien sûr. Et puis, il montre bien les enjeux philosophiques. Y compris dans la dialectique du concret de l'abstrait, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, on voit bien, sur un point pareil, on voit bien la différence. Alors, parce que la querelle des universaux, moi, je la fais rebondir. Là, je ne la fais pas rebondir dans ce passage du livre, effectivement, parce que ce n'est pas consacré à ce sujet-là. Mais je la fais rebondir à notre époque. Il y a une querelle des universaux, parce que dans l'universel tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien, il y a des oppositions de classe. C'est-à-dire qu'effectivement, l'universel tel que l'utilise ou tel que le met en place la classe capitaliste n'est pas du tout l'universel tel que le met en place ou voudrait mettre en place le camp du prolétariat, le camp des peuples, de façon générale. Puisqu'il était question des langues, la façon de concevoir l'universel côté capitaliste, c'est l'uniformisation linguistique, la désegmentation sauvage des langues et donc l'élimination des langues nationales au profit d'une langue unique mondiale. Mais du côté du capitalisme, du camp progressiste, c'est au fond la belle phrase d'Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Ce qui montre bien qu'effectivement, il y a une autre manière d'aborder l'universel et le commun du côté du prolétariat, qui consiste non pas évidemment à rester enfermé chacun dans sa langue, ni à passer à la langue unique mondiale, mais à devenir tous plurilingues, à parler plusieurs langues et donc à être capable de passer d'une langue à une autre, ce qui est évidemment nettement plus intéressant que d'être coincé dans une seule langue, fût-elle nationale ou fût-elle mondiale. C'est une belle illustration de l'internationalisme. Voilà, c'est ça. C'est ce que Hegel aurait appelé l'universel concret. Et non pas cet universel abstrait de l'argent, du capital, etc., qui est un rabot, qui rabote tout, qui réduit tout à une seule et même dimension, quelque part. Donc le matérialisme dialectique, il est aussi très important, effectivement, pour penser une mondialisation, une universalisation non capitaliste. Je suis content parce qu'on a donné un petit peu l'impression qu'on restait dans le cadre de la description du mode de production capitaliste dans cette description de l'éthique du concret et de l'abstrait. Et bien sûr, comme ça, on peut terminer sur une note positive pour cette séance exploratoire. C'est un peu compliqué, effectivement, aujourd'hui, mais bon, il faut bien saisir, quoi. En gros, que d'une manière générale, si on peut peut-être conclure pour l'instant là-dessus, le matérialisme dialectique sert en philosophie, et même peut-être plus généralement dans la pensée théorique qui englobe la science, à détruire des tenailles ou des étaux idéologiques. C'est-à-dire, bon, en gros, voilà, vous avez deux écueils, et bon, soit vous tombez sur l'un, soit vous tombez sur Charybde, soit vous tombez sur Scylla. Soit, donc, par exemple, ici, l'existentialisme irrationaliste, soit le rationalisme idéaliste. Et bien, le matérialisme dialectique va essayer de montrer que l'on peut passer entre les écueils, si l'on peut dire, qu'on peut slalomer, et que donc on peut arriver à penser l'être en le prenant au sérieux et dans sa logique. Et pour cela, effectivement, c'est la dialectique, donc concevoir les contradictions qui sont le moteur du développement. Auquel cas, effectivement, on saisit, je l'ai dit indirectement tout à l'heure, par exemple la contradiction entre l'être et le néant, qui permet de donner naissance au devenir, lequel, justement, nous permet de concevoir que l'être se définit lui-même à travers des passages constants d'un état à l'autre de l'univers.
Donc, on a ici une solution un petit peu comme on l'a dans le domaine politique, lorsqu'on se faufile entre deux écueils qui sont, bon, par exemple, d'un côté, Macron, vive l'Europe, tant pis pour la nation, et de l'autre, Marine Le Pen, qui est plutôt sur le nationalisme. Eh bien non, on peut avoir une alternative à la fois rouge et tricolore, si l'on peut dire, dans laquelle, effectivement, Patriotique et internationaliste, en fait. voilà, qui soit à la fois patriotique et internationaliste, pourvu qu'on change de point de vue de classe. Et qu'on ne se mette pas du point de vue de la classe dominante, mais du point de vue des dominés, précisément. Donc le matérialisme dialectique, c'est un moyen, effectivement, d'éviter les chutes de Charybde dans Scylla dans le domaine théorique et dans le domaine, pour finir, politique. Bien de rappeler que la philosophie, ça ne sert à rien sauf à vivre. Aussi. Voilà, ce n'est pas un détail. Et oui. Alors, parfait. Écoute, on va se quitter là et on va se dire à la quatrième séance. Quatrième séance, on explorera donc principalement le chapitre 4. Je peux déjà l'annoncer. Critique de la critique critique ou statut cognitif des catégories diamétérialistes. Voilà. C'est un peu, oui, un peu trapu. Ça serait bien que vous le lisiez avant, mais enfin, bon, effectivement, il s'agit tout simplement de comprendre comment le matérialisme dialectique permet de comprendre qu'il y a des principes en philosophie, mais que ces principes ne doivent pas être pensés de façon dogmatique. Ce ne sont pas des dogmes, mais il y a des principes tout de même. Catégorie. Parfait. On se retrouve en off et je dis au revoir à ceux qui nous suivent. Merci.